Salut Samir, Salut Julien. bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on t'accueille avec un nouveau sujet. Samir, c'est quoi le sujet du jour? On va parler de la puissance de l'alter ego. Alors Julien, c'est quoi un alter ego? Eh ben c'est la puissance La qui se puissance. cache au fond de toi. Un alter ego, qu'est-ce que c'est? En fait, un alter ego, c'est une version différente, souvent améliorée, mais ça peut être aussi une autre version, puis on va s'en parler. Mais un alter ego, c'est une version différente de soi, qui est quand même connectée à notre identité profonde, et qui, en fait, nous permet de faire face à certaines situations, de nous dépasser, mais peut parfois aussi nous limiter dans certaines conditions. Et on va justement explorer ce sujet-là aujourd'hui et voir pourquoi l'alter ego est aussi puissant, pourquoi il est intéressant, pourquoi il doit avoir une place aussi, comment on peut l'utiliser, et voir quelles sont les parties de cette dynamique psychologique qui peut aussi porter des aspects négatifs en fait dans notre quotidien et dans les résultats qu'on obtient. Exactement. Exactement. Moi, quand je pense à alter ego, alors il y a plein de choses qui viennent, hein. Je pense à un trouble, le trouble des multiples personnalités là. Et puis je pense à un autre truc, je pense à Superman justement, qui a en quelque sorte deux personnalités. On a Clark Kent, c'est le Mhm. fonctionnaire classique, hyper calme. Tu sais, limite, tu te dis le moindre petit coup de vent là, il le fait tomber. Et Mhm. super sensible et tout. Et puis de l'autre côté, en fait, dès qu'il met son vêtement de Superman là, c'est fini. Alors que c'est exactement la même personne, mais c'est juste ce qui change, c'est à partir du moment où il met son costume de Superman là, t'as l'impression que c'est Ouais. une toute autre personne. Bah, c'est ça, puis tu vas avoir Spider-Man dans la même dynamique, tu vas avoir Ouais, Batman, Spider-Man, ouais. tu vas avoir Spider Cochon, je crois aussi, non? Je Spider plaisante. Cochon, exactement. T'as Spider Cochon, t'as Wonder Woman aussi Wonder Woman, ouais. dans la même dynamique. T'as tout un tas en fait de personnages qui sont représentatifs en fait de ce principe de l'alter ego. Et c'est vrai que tu sais, tu pourrais dire en fait c'est plusieurs personnalités. Et en fait, c'est pas vraiment plusieurs personnalités, c'est des caractéristiques qui vont ressortir de toi dans certaines conditions. Et si on prend les super-héros, c'est que cet alter ego va te permettre de dépasser tes peurs, de progresser, d'aller de l'avant, de prendre des décisions, de passer à l'action. Et finalement, ça peut être un soutien assez positif, assez bénéfique dans certaines situations de vie où s'il y a une partie de toi qui est bloquée, limitée à l'idée d'eux, utiliser ton alter ego va te permettre, en fait, de dépasser ça parce que tu vas jouer un rôle, en fait, en quelque sorte. Même si ce rôle te ressemble, mais c'est comme jouer un rôle, finalement. Exact, ouais. Exactement. Sinon aussi, Julien, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une question qui pourrait peut-être revenir souvent, c'est est-ce que on a tous un alter ego? Alors, le truc, c'est que on n'a peut-être pas des alter ego au sens propre, mais au travers de notre existence, avec ce qu'on est ce qu'on a vécu, nos expériences de vie, parfois aussi ces masques sociaux qu'on porte à différents endroits pour être acceptés, pour faire partie d'un groupe. En fait, Mhm. on peut voir ça comme des espèces d'alter ego. C'est pas des alter ego au sens propre, d'accord, mais c'est Mhm. quand même des espèces de personnalités qu'on va porter en fonction de l'endroit où on se situe, comme pour s'adapter avec les personnes avec qui on est, avec un groupe, Ouais. pour s'adapter à un travail, etc. Et en fait, c'est des sortes d'alter ego. Maintenant, le truc avec ça, c'est que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça peut être négatif si tu perds ton identité de départ. Si tu sais, tu fusionnes avec ces espèces de différents masques au point de t'oublier. Par contre, dans le cas contraire, si tu les utilises consciemment, nous, Julien, regarde ce qu'on fait en PNL, par exemple, on va utiliser le principe d'ancrage. Quand on utilise des Mhm. ancrages, qu'est-ce qu'on fait? On amène la personne à aller chercher ses ressources. C'est pas le fait d'avoir accès à un alter ego, mais c'est le fait d'avoir accès à une ressource. Et quand on a accès à cette ressource, il y a tout qui change. Ta posture va changer, ta manière potentiellement de parler, ta manière de t'affirmer.
parce que tu vas faire appel à ces ressources-là. Mais on a aussi un autre outil qui est la posture d'excellence, qui peut être un lien avec ça, même si c'est pas encore une fois en lien avec ces masques sociaux ou cet alter ego, on pourrait faire un lien. Oui, effectivement, Samir, c'est intéressant ce point sur la posture d'excellence qu'on a en PNL, parce que, alors, c'est développer quelque part un alter ego, mais tu vois, là où je mettrais peut-être de la nuance, c'est que autant tu peux effectivement te perdre dans tes masques sociaux, et en fait, tes masques sociaux deviennent problématiques lorsqu'ils sont des stratégies d'évitement et qui t'éloignent de la version que tu es profondément en toi, la version idéale, la meilleure version de toi qui existe au fond de toi. Et là, c'est effectivement problématique. Et c'est en ça peut-être que aujourd'hui, toi qui nous écoutes, tu portes peut-être, tu utilises en tout cas peut-être des alter ego qui ne sont pas représentatifs de qui tu es vraiment. Ne sont pas représentatifs de la personne que que t'es dans ton essence. Et ça, c'est un souci, parce que si tu t'identifies en fait à tes masques sociaux mais limitants, qui sont plus liés à tes peurs, à tes inquiétudes, à l'influence que tu as autour de toi, aux craintes de pas prendre ta place dans la société, de pas être reconnu, de pas être validé, de pas être aimé, etc. En fait, tu viens altérer ton identité. Et à partir de là, tu risques de te perdre. Maintenant, quand on parle ici spécifiquement de la posture d'excellence, en fait, tu crées pas quelque chose qui n'existe pas. Tu crées quelque chose à partir de ce qui est existant au fond de toi. Et quand tu es dans ta posture d'excellence, en fait, tu le ressens, tu le vis dans l'instant. Donc, tu sais que c'est à toi parce que tu es aligné avec ça et tu le sens au fond de toi. Et là, quand tu t'identifies à ça et que tu rapproches ton identité du quotidien à cette version optimisée, à cette version positivée, cette version plus en puissance, en fait, c'est positif. Parce que c'est bien de l'utiliser à des moments spécifiques, un peu à l'idée d'un ancrage que tu déclenches parce que tu en as besoin à ce moment-là. Mais ça peut être aussi excellent d'avoir finalement cet alter ego qui vient se rapprocher un peu plus de ton ego central pour qu'il puisse tendre à être cette personne-là le plus souvent possible. Et d'ailleurs, c'est une thématique qui est souvent amenée dans les séries, dans les films, dans les BD, dans les livres où tu as des super-héros qui vont avoir une identité secrète. C'est que à un moment donné, il y a une cassure qui se fait, il y a une difficulté qui est vécue entre la personne que je suis d'un côté, celle que je suis de l'autre, mais en fait, je suis une seule et même personne. Et comme j'arrive pas à pouvoir m'affirmer et pouvoir amener en fait les choses en lumière, du coup c'est difficile à vivre et c'est compliqué. Donc ça peut être aussi intéressant vraiment de laisser plus de place à l'alter ego dans sa meilleure version, bien évidemment, pas la version négative, afin que tu sois plus aligné, pour éviter que tu sois dans des masques qui sont pas bons pour toi dans le quotidien, puis que de temps en temps tu te connectes à ta meilleure version, et que là tu te sentes bien, mais que finalement tu reviennes à tes masques parce que tu le considères juste comme étant un alter ego, alors que ça peut être un tremplin pour te connecter à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ouais, exact. Tu sais, je pense justement à ce qu'on disait, les points positifs, négatifs là, de l'alter ego. Je pense aussi à l'alter ego qui pourrait porter une ombre, qui pourrait être aussi un côté beaucoup plus sombre que nous, qui pourrait être agressif, destructeur et difficile à gérer. Il y a ça aussi, il y a ce genre d'alter ego qui peut être négatif, celui qui peut porter justement nos ombres. Et peut-être que celui-ci, c'est important de l'identifier, de pas lui donner toute la place. Mais comment faire ? En fait, on t'invitera soit à écouter le podcast sur les ombres, soit tout simplement, tu sais, en une seule phrase, à le mettre en lumière, à en parler. Parce que si tu n'en parles pas, c'est là qu'il prend toute la place. Il est là, il est à l'intérieur, il te consume de l'intérieur parce que toi, t'es là, tu sais qu'il est là, cet alter ego. Tu sais qu'il reflète une partie de ta personnalité avec laquelle t'es pas en accord. Peut-être donc tu as honte. Et tant que tu n'en parles pas, tant que tu ne l'extériorises pas, en fait, lui, il est là et il prend de plus en plus de place, de force, jusqu'à drainer ton énergie et à un moment ou l'autre reprendre le pouvoir. On n'est pas en train de parler de djinn ou de possession démoniaque, hein, vraiment. On est vraiment en train de parler. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être faire le lien. Mais en fait, on parle vraiment de, tu sais,
on est des êtres humains. En tant qu'être humain, on est programmé. Faut garder ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'on est programmé par plein de choses, notre éducation, la société, notre environnement, les gens qu'on va fréquenter, l'école, et aussi par nos expériences de vie. D'accord? Tout ça va venir comme programmer notre cerveau, alimenter notre cerveau et amener une façon de penser, une manière de voir le monde, une manière de réfléchir. Et le truc, c'est que cette programmation-là va créer des parties chez nous. On en revient au principe des parties. On peut le voir aussi un peu comme des espèces d'alter ego aussi. Nos parties, ça peut être plein de choses. Ça peut être mon enfant intérieur qui a été blessé quand j'étais enfant, qui a vécu un traumatisme. Ça peut être moi, à l'âge de 16 ans, qui a vécu une rupture amoureuse et qui juste derrière va finir par penser qu'en fait, je mérite pas d'être aimé. Parce que en fait, à un certain moment de mon existence, je me suis fait rejeter et du coup, en grandissant, je vais partir du principe qu'en fait, ça fait partie de mon identité de ne pas pouvoir être aimé. Et en fait, tous ces petits aspects de notre vie, c'est un peu comme des espèces d'empreintes, des choses qui vont venir s'imprimer dans notre manière de nous regarder, dans notre identité, dans notre image. Et à certains moments, quand on va vivre certaines choses, un peu comme des ancrages, ces parties de nous vont comme venir reprendre de la place, se mettre en avant, et on va voir le monde au travers de ça, en fait, au travers de cette identité, de cette partie, en fait, qui a vécu quelque chose. En fait, si tu veux, ce qui a été vécu fait un lien avec cette partie-là, c'est un ancrage, en fait, et va comme venir redéclencher les souvenirs, des comportements anciens. Et je suis sûr que toi qui nous écoutes, ça t'est déjà arrivé à certains moments d'être tranquille, et puis d'un coup, tu vis quelque chose, et t'as des comportements enfantins. Et tu sais même pas pourquoi. Tu dis, mais c'est complètement con, en fait, ce comportement-là. En fait, t'as fait appel, il y a eu un lien qui a été fait. Le souvenir a fait appel à une partie de toi qui est un peu peut-être ancienne, avec tout le comportement qui en a découlé. En fait, ça, c'est une forme d'alter ego. Je le dis pas au sens propre, d'accord? Mais c'est une manière aussi d'amener cette histoire ce concept des alter ego-là. Et le truc, c'est juste de comprendre que cette partie, c'est une partie de ton existence. Ça s'est comme imprimé à l'intérieur de toi. Et à certains moments, en fait, il y a des raccourcis qui se font. Ça peut être des mécanismes de défense, ça peut être des ancrages. Tu vas vivre des choses et pouf, t'as un comportement qui va revenir de je ne sais où. Et parce que ça fait appel à des parties de toi, de ton existence, en fait, qui viennent se manifester. Et l'une des façons de pouvoir justement sortir de ces parties qui sont peut-être plus optimales aujourd'hui, qui sont plus adaptées, en fait, c'est de les remonter en conscience. Déjà, de prendre conscience, de les accepter. Quand je dis les accepter, ça veut dire juste que c'est une partie de toi, elle est là pour quelque chose, il y a une raison. Tu sais, si tu as une partie sombre de toi, par exemple, qui va amener des mauvais comportements, des mauvaises pensées, en fait, cette partie, à un moment de ton existence, elle était là pour t'aider, en fait. Elle était là pour t'aider. Ça veut pas dire qu'elle avait les bonnes stratégies, mais elle a été là pour quelque chose. À ce moment-là, juste de l'accepter et de le formuler. Écoute, j'ai une partie de moi qui est comme ça. J'ai une partie de moi qui est comme ceci. Si tu as une partie de toi qui est perverse, par exemple, je peux donner cet exemple-là, hein, ça peut se produire des fois. C'est en lien aussi avec nos besoins primaires, hein, Julien. T'as une partie de toi qui est peut-être, tu sais, qui peut résulter de certaines pulsions, qui peut amener des pulsions sexuelles. En fait, de savoir que t'es peut-être pas en accord avec, mais ça fait pas de toi une mauvaise personne. Et le tout, c'est d'en parler. Écoute, oui, j'ai une partie de moi, je sais pas comment ça se fait, mais elle m'amène ce genre de pensée, elle m'amène ce genre de comportement-là, et le truc, c'est que je suis pas en accord avec. Le fait d'en parler va te permettre comme de relâcher, en fait, toute cette tension. J'ai beaucoup parlé, Julien. Désolé. Non, mais c'est parfait. Et en fait, tu remets en lumière, comme tu le disais, ce qu'on expliquait dans l'épisode de podcast sur les ombres. Ouais. Et c'est vraiment, je pense, important de le remettre en lumière parce que c'est aussi au cœur de nos approches, hein, de responsabiliser l'individu, à vraiment plus prendre conscience de ses propres process. Parce que c'est de l'éducation en fait qu'on fait aussi à travers notre approche. C'est de l'éducation à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne à titre personnel pour mieux gérer en fait ce qui se passe en nous et avoir des résultats qui sont différents. Donc derrière, le point moi qui me vient en tête, c'est que tu peux avoir grâce à l'alter ego
un chemin qui s'ouvre pour toi et qui te permet d'aller de l'avant et qui te permet de progresser. Mais c'est important à ce que cet alter ego ne soit pas basé sur ce que tu as l'impression que le monde autour de toi exige que tu sois, parce que dans ce cas-là, c'est pas en lien avec ton identité, c'est en lien avec des injonctions extérieures, que tu prennes pas un chemin qui soit négatif dans le développement de ton alter ego, parce que dans ce cas-là, tu sais, on peut faire référence à ce qu'on voit, par exemple, dans toute la saga de Star Wars, où tu as des alter ego qui vont être développés, et certains alter ego vont être positifs, et d'autres vont être négatifs, et qu'en fonction du chemin que tu vas suivre et de l'alter ego auquel tu vas donner le plus de place, tu vas finir du côté obscur, comme tu disais, Samir, ou du côté de la force. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant à travers ces histoires, ces films, ces ouvrages. C'est ça te permet de voir en fait qu'est-ce qui se passe et à quoi tu donnes de la place, à quoi tu donnes de l'espace, parce que on partage quand même tous plus ou moins les mêmes besoins basiques. On a tous besoin d'appartenance, on a tous besoin de reconnaissance. Prendre notre place dans un cadre social est important parce qu'on n'est pas fait pour être tout seul. Alors on peut décider, encore une fois, de vivre tout seul, c'est pas gênant. Mais être seul pour être seul et avoir aucun contact, c'est un gros problème pour notre système. Fait qu'on essaye vraiment de voir en fait que tout ça, toute l'influence que tu as autour de toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu consommes, va forger en toi quelque part une partie de ton alter ego, et que si tu prends pas la maîtrise de ce que tu veux mettre dans ton alter ego, tu vas pas pouvoir progresser en fait, tu vas pas pouvoir aller de l'avant, tu vas pas développer ce qu'il va y avoir de meilleur en toi, parce que en fait, un alter ego, c'est cette partie-là qui va ressortir, c'est comme un costume que tu vas endosser quand il va falloir que tu prennes la parole devant un groupe, alors que tu es en stress à l'intérieur et que tu vas le faire et que ça va bien se passer. Quand tu vas devoir prendre une décision et qu'en fait tu vas prendre sur toi pour dépasser tes peurs et tes inquiétudes. Et en fait, si on regarde d'un petit peu plus près, c'est que l'alter ego, ce qui te permet de faire, c'est de te mettre dans un état dissociatif à un moment donné, et de savoir revenir, bien sûr, au centre, d'accord, te réassocier, mais il te permet de te dissocier pendant un temps, et dans cette dissociation de ce qui est toi habituellement, dans la version la plus commune, on va dire, t'arrives quand même par contre à te réassocier à une expérience différente, à te réassocier à quelque chose que tu vas ressentir et vivre différemment. Et ça déploie en toi des capacités, des compétences, des forces, des talents qui sont déjà existants, mais justement auxquels tu vas donner beaucoup plus de place. Donc l'alter ego, il est super intéressant parce que c'est vraiment une stratégie qui te permet de prendre du recul, de détacher, d'utiliser des ressources qui sont en toi et ensuite de revenir. Et le but, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu sais que tu as un alter ego qui est puissant, qui est positif, qui est en fait ta meilleure version, concrètement, tendre à vouloir te rapprocher de cette version-là, c'est diminuer la distance qui existe entre ta version initiale et celle qui est énormément influencée par son environnement, et ta version idéale, celle qui te permet de réaliser un maximum de choses. Et l'idée, ce serait pas tellement de fusionner, mais plus de te rapprocher, de limiter la distance qu'il y a entre les deux, pour que, peu importe le moment où tu en as besoin, tu sois en mesure d'utiliser, en fait, cette partie-là. Et que, quand tu regardes une personne qui a des réactions qui sont inadaptées, une personne qui s'emporte, une personne qui a des comportements qui sont pas positifs, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a une réaction qui se produit, quelque part, tu pourrais te dire, si on reste dans cette définition-là, il y a un alter ego négatif qui est créé, qui est existant, comme chez tout le monde, sauf que la personne, dans les situations de stress, d'inquiétude, elle se rapproche beaucoup plus de son alter ego négatif que de son alter ego positif. Ouais. Parce que la distance a été réduite entre la version négative, et la version régulière. Fait que rapproche-toi de ton alter ego, essaye de t'imprégner le plus possible pour faire ressortir ça le plus souvent possible, mais c'est pas pour autant que tu vas devenir quelqu'un d'autre.
Au contraire, tu vas te reconnecter encore plus à la personne que tu sais être en dehors des carcans de la société, en dehors de ce que ton environnement t'impose. Et d'ailleurs, et après je te laisse la parole, Samir, c'est que si jamais tu te poses la question, si jamais je n'avais plus peur de rien, que je n'avais plus aucune inquiétude sur ce que les autres pourraient dire, penser, faire, si je pouvais être à 100% libre d'être la personne que je veux aujourd'hui, je serais qui? Je ferais quoi? Qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que je mettrais en place? Tu prends ça, et ça, c'est probablement une représentation possible de ton alter ego positif, et donc tu vas réussir à aller le plus possible dans cette direction-là. Ouais, exactement, c'est un point intéressant que tu amènes là, Julien. Mais vraiment de comprendre en fait que ces alter ego, on est quasiment tous concernés, que c'est des raccourcis, c'est comme des ancrages en réalité, c'est juste des raccourcis pour aller chercher des ressources en fait qui peuvent être importantes pour nous. Et tu vois, je viens de refaire un lien, je le dis souvent, mais en ce moment je pratique plus de taekwondo, ça fait un petit moment là que je suis pas retourné à la salle, mais tu sais quand j'ai eu ma ceinture noire de taekwondo et que j'ai commencé aussi à enseigner le taekwondo, à m'occuper des autres étudiants, bah en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir la ceinture noire, quand je portais mon dobok, c'est de deux ceintures noires avec ma ceinture noire, en fait ma posture elle changeait, ma posture changeait, ma voix changeait. Et ça c'était drôle, j'avais remarqué le truc, c'était toujours moi, d'accord, j'étais pas quelqu'un d'autre, mais c'est juste que c'est comme si quand je mettais cet uniforme là en fait, j'avais des ressources que je n'avais pas à d'autres moments. C'est un peu drôle. Et le truc c'est que des choses que j'aurais pas fait, par exemple être autoritaire avec à juste mesure, mais parce que je dois gérer des enfants, forcément je dois avoir aussi une autorité vis-à-vis d'eux, une certaine autorité, tu vois. Et en fait, cette autorité, je l'avais pas quand j'avais effectivement ce poste, cette posture, effectivement cette ceinture noire, le fait de devoir les gérer, je l'avais pas de départ. Mais quand j'avais effectivement le truc, parce que je dois gérer un groupe, parce que je suis responsable, parce que si je fais pas ça, bah malheureusement il peut y avoir aussi des dangers, il peut se passer des choses. Bah en fait, j'adoptais ces postures, c'est ce qu'il y avait à faire à ce moment-là. C'était toujours moi, mais avec des petites modifications de attention. Tu vois, je peux être très très sévère aussi. Tu vois, s'il le faut. J'aurais pas peur de te demander de faire 50 pompes et je m'en fiche que ça puisse te faire mal. T'as dépassé les limites, tu assumes. Et tu vois, c'était ça en fait. Et ça, c'est drôle. C'est un truc qu'on avait remarqué, même ma femme l'avait fait remarquer aussi. Ah mais attends, il faut le faire, Julien. C'est important. mais c'est ça en fait. Et c'est pareil dans notre posture de coach, Julien. Il y a des moments où en tant que coach, on va avoir notre client qui va peut-être se mettre à pleurer, tu sais, pendant qu'on est en train de faire un certain truc. On voit que ça lui ramène des émotions assez, tu sais, négatives qui peuvent ressortir, des émotions assez douloureuses, pas négatives. J'essaie d'enlever le mot négatif parce que les émotions sont pas négatives. Mais en tant que coach, à ce moment-là, on doit garder notre posture. Tu sais, on doit pas rentrer dans le oh ma pauvre personne, etc., non, etc. Surtout pas. On garde notre posture. On garde cette espèce de distance avec le client, mais on l'aide justement à extérioriser cette émotion pour reprendre son pouvoir. Et ça, c'est le truc. Ouais. Et c'est pareil en tant que parent. Quand on est parent, tu sais, quand je discute avec des parents, des fois, on me dit, il y a des moments où je suis obligé de punir mon enfant. D'une certaine manière, hein, ça dépend comment on punit, d'accord? Mais je suis obligé, par exemple, de lui enlever telle chose, de l'envoyer dans sa chambre, pendant un certain temps avant de lui expliquer. Ça me fait de la peine, mais c'est ce qu'il y a à faire à ce moment-là parce que il a eu des comportements dangereux, tu vois. Ouais. Et encore une fois, ce que je suis en train de dire, je sais que chaque parent a sa manière d'éduquer, d'accord. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On est d'accord. C'est chacun fait en fonction de ce qui est le mieux pour lui, en fonction de sa situation. Et tu sais, parents, il n'y a pas de diplôme pour être parent. Il n'y a pas de manière d'être parent. Chaque parent est différent. Mais que très souvent, quand il y a des décisions qui sont prises, tu sais, il y a toujours le parent qui fait. En fait, tu vois, moi à ce moment-là, j'ai pas envie de faire comme ça. Mais en fait, c'est la chose qu'il y a à faire parce que je dois lui faire comprendre aussi à ce moment-là que c'est pas bien ce qui a été fait. Et ben en fait, quand t'es dans ta posture de parent, t'es aussi dans une posture d'alter ego. Il y a une espèce d'alter ego qui revient. Donc vraiment, c'est sympa de le comprendre. Et peut-être que
justement pour évoluer, Julien, maintenant que je pense que nos auditeurs savent ce que c'est, ils ont très bien compris, on l'a fait en long, en large et en travers. Euh, Premier point important que moi j'aimerais amener, prends une feuille. J'aime bien faire participer, en tout cas au travers des podcasts. Prends une feuille et essaye de faire le lien avec les moments dans ton existence ou les contextes dans lesquels tu as certains de tes alter ego qui peuvent se manifester. Certaines personnalités que tu as peut-être pas dans d'autres situations. Peut-être c'est ta posture de parent. Peut-être c'est ta posture quand tu es au travail. C'est possible. Au travail, il y en a beaucoup. C'est très, très souvent, il y a les masques sociaux qui ressortent ou les alter ego. Peut-être que c'est dans ton sport, dans ton association, peu importe. Mais note-les. Vraiment. C'est de faire le tri, de regarder un petit peu quels sont les différents aspects là, les différents alter ego, les différentes parties. Une fois que tu as mis le doigt dessus, peut-être de regarder un petit peu ceux qui sont aidants et ceux qui ne le sont pas, parce que tu peux avoir aussi, comme je disais, certains alter ego qui t'amènent à te connecter aux aspects les plus sombres de toi-même. C'est bien de les lister aussi, de les garder. Oui. Peut-être de noter derrière ce que ça te permet, d'accord, quels sont les points positifs, qu'est-ce que ça t'apporte, quels sont les points négatifs selon toi, d'accord. Comme ça va te permettre, de remonter tout ça en conscience. Une fois que c'est remonté en conscience, tu vas pouvoir faire le tri. Les alter ego positifs, au moins tu vas pouvoir les utiliser en conscience quand tu en auras besoin, d'accord? Et tu seras en phase quand tu auras besoin de les utiliser. S'il y a des comportements négatifs qui en découlent, tu vas pouvoir comme recadrer, de dire tiens, regarde, il y a ça qui est positif, je le garde. Par contre, ça, peut-être que je pourrais travailler dessus comme pour peaufiner cette espèce d'alter ego, comme pour le rendre encore meilleur. Et pour les alter ego qui te connectent à tes côtés sombres, ce que je vais t'inviter à faire, ça va être de communiquer, d'en parler. Parle-en pas à n'importe qui, d'accord? Parle-en à quelqu'un envers qui tu as confiance pour remonter en fait, pour mettre en lumière cet aspect sombre de ta vie. Parce qu'en fait, tant que tu le gardes pour toi, c'est là qu'il va pouvoir se manifester et que tu n'auras aucun contrôle sur lui. Ouais, complètement. Donc ça, c'est le premier exercice que je donnerai, Julien, en tout cas. Ouais, c'est un chouette exercice et merci pour ce partage-là, du coup, Samir. Pendant que je t'écoutais, je pensais également à un autre exercice en fait qui peut être assez sympathique et probablement que tu l'as déjà fait sans vraiment t'en rendre compte par le passé ou peut-être que tu le fais encore aujourd'hui. C'est vraiment à l'image de ce que tu vois dans les films de super-héros ou dans les BD ou dans les livres. C'est que si tu prends Wonder Woman, par exemple, bon, elle a sa tenue, mais elle a surtout sa tiare, qui va être représentatif de finalement de son pouvoir. Il y a aussi ses bracelets, son lasso, etc. T'as Batman, ça va être son costume. T'as Superman, ça va être son costume. T'as Green Lantern, ça va être sa bague. Et en fait, c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est de dire qu'est-ce que je peux utiliser pour connecter plus facilement à mon alter ego. Et des fois, c'est de porter un bijou, c'est de porter une couleur en particulier, une fringue en particulier, que quand tu portes ça, tu sais que waouh, ça te donne une certaine dynamique. Et en fait, comme je te le disais, c'est probablement des choses que tu fais déjà. Tu les as peut-être pas en conscience, mais tu sais que quand tu portes tel type de fringue, t'as un ressenti particulier. Quand tu mets peut-être un parfum en particulier, la même chose. Quand tu mets un bijou en particulier, la même chose. Quand tu portes une coiffure particulière, la même chose. Et en fait, c'est ces petits gestes-là, et c'est des mini-ancrages, mais que tu peux faire beaucoup plus en conscience, pour dire, en fait, quand je suis avec ça, j'ai cette capacité à me connecter à, finalement, ce super pouvoir qui se cache en moi, cette capacité qui se cache en moi. Et tu vois, je suis de ceux qui pensent, en tout cas, qu'il serait bon de remettre l'uniforme à l'école publique pour tout le monde. Okay. Alors, autant tu m'aurais dit ça quand j'étais à l'école, j'aurais dit non, ça m'intéresse pas, je ne veux pas, parce que besoin de liberté, etc., etc. Mais avec le recul, en fait, c'est super intéressant. Parce que au-delà de jouer sur le fait de gommer les écarts sociaux et les écarts financiers qu'il peut y avoir entre les différents étudiants pour que
tout le monde soit au même niveau, ce qui peut être intéressant pour éviter une certaine forme de discrimination. L'autre point, c'est que quand tu portes ton costume, mais comme quand tu vas porter ton tailleur, quand tu vas porter ton habit de travail, quand tu vas porter ta combinaison parce que t'es pompier, parce que t'es, je sais pas, parce que t'es dans l'aviation, parce que t'es soudeur, peu importe. En fait, ça va aussi créer une certaine dynamique. Et d'ailleurs, pour aller même dans cette direction-là, puis je terminerai sur la notion de l'habit scolaire, c'est que quand t'es travailleur autonome ou que tu travailles simplement à distance, que tu travailles de la maison, il y a souvent un conseil qui revient, c'est habille-toi comme si t'allais au travail. Parce que si tu t'habilles pas comme si t'allais au travail, bah en fait tu changes pas, tu changes pas ta dynamique et ça va être difficile pour toi de pouvoir avoir la bonne énergie, la bonne façon de faire, la bonne façon de te positionner. Parce que si tu te dis, bah en fait, je reste en chaussettes, en caleçon et en t-shirt à la maison parce que je m'en fous, je suis pas en caméra, il y a personne, je fais ce que je veux, bah ça crée un gap entre la version de toi à laquelle tu dois te connecter pour faire correctement les choses et ton travail, et la version qui est plutôt chill, tranquille, reposée. Et donc je reviens sur cette notion que j'amenais au tout début là, de ce que je disais sur finalement le vêtement, l'habit scolaire. Mais ça permettrait aussi de se reconnecter à quelles sont les règles en fait que je dois respecter, quels sont les éléments que je dois porter et symboliser en fait quand je porte justement ces fringues-là. Parce que objectivement, quand tu arrives à l'école, et ça quel que soit l'âge, et que t'es habillé comme un sac, comme un plouc, ou d'une manière qui est ni respectueuse pour toi-même ni pour les gens qui t'entourent, comment est-ce que tu veux que te connecter en fait à la meilleure version de toi et être dans les meilleures dispositions? Alors peut-être qu'il y en a qui crieront au scandale, oui, c'est pas normal, faut leur laisser leur capacité à s'exprimer, puis à montrer leurs différences, etc. Oui, mais en fait, t'as plein de moyens de montrer ta différence. Mais est-ce que ça peut pas être justement intéressant de recréer en fait un cadre où finalement, bah pourquoi en fait on devrait accepter que t'arrives habillé d'une certaine façon? Parce que je sais pas, je suis peut-être un vieux con maintenant, j'en sais rien, mais quand ta gamine de 12 ans arrive en mini-jupe en cours, je suis pas certain. Quand ton gosse, il arrive avec un survêt dégueulasse et des baskets trouées, je suis pas certain non plus. Quand ton autre gosse, il arrive et en fait, bah clairement, il a les cheveux gras, il pue parce qu'il s'est pas lavé depuis 3 jours, je suis pas sûr non plus. Il y a aussi le harcèlement lié, par exemple, aux vêtements. Oui, Par exemple, un qui va tout venir à avec fait. des Nike à, je sais pas moi, 300 boules, et puis un autre, le pauvre, qui va venir avec une paire de baskets à 50 balles et qui va vivre du harcèlement. Je l'ai vécu moi-même, je me rappelle. Ouais. Ma mère m'avait acheté une paire de baskets, et je viens d'un environnement qui est quand même assez modeste. Et tu sais, je me rappelle, ne serait-ce qu'au collège, une fois où ma mère était hyper, tu sais, ma mère, elle a été hyper contente et tout. Elle m'a acheté des jolies baskets et tout. Je me rappelle à Auchan, c'était pas des baskets de marque, c'est un truc du genre Cups, quelque Ouais. chose comme ça. Et à l'école, bah, j'ai vraiment vécu du harcèlement à l'âge tu sais, en 6e, parce que moi j'avais des baskets Cups et puis les autres avaient des Nike. Et alors c'était pas du harcèlement méchant, tu vois, mais c'était quand même insistant, du genre ouais, tu tapes la honte avec tes vieilles baskets, tu sais, des trucs comme ça. Ou alors regarde tes baskets, c'est comme si ça me dévaluait. Et c'est vrai qu'à un moment j'avais ressenti de la honte, et ma mère, en fait, tu sais, alors qu'on n'avait pas beaucoup de sources de revenus, etc. Bah en fait la pauvre, elle mettait de côté, en fait, ou elle se privait sur certaines Ouais. choses pour m'acheter des baskets de marque, ou une paire de baskets de marque par an, justement pour pas que je vive en fait cette espèce de harcèlement. Et je me rappelle, ces baskets, je les ai plus portées, Julien. J'avais arrêté de les porter parce que justement ce regard de mes camarades et tout ça avait pesé. Et alors que, tu sais, ma mère, ça lui faisait un peu de la peine. C'est comme, tu vois, regarde, j'ai quand même cassé la tirelire, même si c'était pas des baskets de marque, pour pouvoir les acheter. Et en fait, mon fils les porte pas. Et vraiment, je pense que ce que tu amènes là, en tout cas comme point, peut être, bah, c'est un point intéressant. Ça mettrait, je pense, ça mettrait le focus sur des choses qui sont plus, tu sais, même si on sort un peu du contexte, mais sur des points
qui sont plus prioritaires que sur comment tu t'habilles, d'où tu viens, etc. Et ça peut créer aussi parfois des disparités et des comportements de cons aussi, hein, faut avouer. Tu sais, celui qui vient et qui est plein d'orgueil sous prétexte que son père, lui, peut lui acheter 3 paires de baskets par an et un autre repas. Bon, je pense que ça remettrait peut-être le focus sur l'identité plutôt que le vestimentaire et certains comportements. Ouais, clairement. Ça va jouer, je pense, dans le bon sens. Et vraiment, avec le recul, je crois profondément que c'est aussi un symbole juste pour toi-même de ce que tu vas, en fait, de ce que tu vas vouloir représenter pour toi, de la version de toi que tu vas amener. Et ça apportera des choses intéressantes. Donc, l'idée ici, c'est pas de débattre sur la question, effectivement, de ça, est-ce qu'on le fait pas, mais plus le lien que je fais ici avec cette notion d'alter ego positif. Trouve un moyen, en fait, de te connecter à ça. Trouve un moyen de, quand je porte ça, je sais que je suis connecté à. Quand je prends soin de moi d'une manière ou d'une autre, je sais que je suis connecté à. Et de toute façon, on fait des associations avec tout dans notre cerveau. On est constamment en train d'associer les éléments ensemble parce que c'est plus facile de naviguer dans un monde qui fait du sens et qui est cohérent de notre point de vue que d'être dans un environnement où il n'y a rien qui est connecté, il n'y a rien qui fait du sens, il n'y a rien qui est relié. Ce serait trop compliqué de vivre dans un monde comme ça. Sauf que tu peux choisir en fait les symboles que tu vas utiliser, tu peux choisir les liens que tu vas mettre en place. Et si tu le fais avec le but d'être connecté à la meilleure version de toi, en fait, c'est juste que tu vas donner vachement plus de place à ton alter ego le plus positif et tu vas te rapprocher, encore une fois, de plus en plus de cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on travaille beaucoup sur la notion d'identité dans le cours au niveau du Maître Pratt. C'est vraiment ce côté, t'as un moi de la peur, t'as un moi qui est conditionné par l'extérieur et toutes les craintes qui peuvent être liées à ta place, à ton environnement, à la reconnaissance, l'amour que tu vas recevoir. Et puis aussi les peurs que tu peux avoir au fond de toi vis-à-vis de toi-même, de ce que tu es capable de faire, etc. Puis tu as la version plus sociale, celle qui est adaptée à son environnement, qui est pas toujours connectée à ce qui est de plus vrai en toi et ce qui prend le plus de place, mais qui peut t'aider parfois à passer à travers certaines situations, à gérer plus facilement certaines interactions sociales. Puis après, tu as ta vraiment meilleure version, où en fait, plus tu tends à te connecter avec elle, et plus en fait, tu as de résultats. Plus en fait, tu progresses, plus en fait, tu vas de l'avant. Et tu vois, ça me fait penser à une conférence que j'aime beaucoup. C'est un conférencier québécois, et sa conférence, ça s'appelle le Moi Inc., le Moi incorporé. Alors pourquoi Inc. incorporé? C'est en lien avec l'entreprise, en fait. Et en fait, dans sa conférence, Sylvain Boudreau, si jamais toi qui nous écoutes, ça t'intéresse d'aller la regarder, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est la switch on. Et la switch on, c'est quoi? C'est l'interrupteur, en fait, que t'enclenches. Et ce qu'il met en avant, c'est que, en fait, quand t'es dans une activité, quand t'es dans ton travail, quand t'es dans quelque chose que tu veux réaliser, et d'ailleurs, il a fait un mois Inc. pour les adolescents, qui est super intéressant aussi, c'est que, oui, tu peux avoir des choses qui te contrarient. Tu peux avoir des choses qui te stressent, qui te dérangent, qui te questionnent. Mais si tu veux avoir des résultats et si tu veux progresser, en fait, faut mettre la switch on. Et la switch on, c'est, ok, en fait, là, peu importe ce qui se passe, je me connecte à cette meilleure version de moi, je donne ce que je peux de mieux à ce moment-là. Et bien sûr, d'une journée à l'autre, ça varie en fonction de ton énergie, en fonction de ton humeur, en fonction de tes émotions, en fonction de tout un tas de choses. Mais si d'emblée, tu te dis, en fait, mon rôle, c'est d'être connecté à la meilleure version qui existe de moi, dans ce cas-là, je vais offrir cette partie-là et je vais donc avoir des résultats qui vont être conséquents. Je vais avoir des choses qui vont, en fait, prendre plus de place. Et je veux pas aller trop loin, mais j'ai l'impression, quelque part, que dans la société actuelle, l'individu se victimise de plus en plus. L'individu se met de plus en plus dans cette dynamique où
bah, c'est pas de ma faute, j'ai pas choisi, c'est l'environnement, c'est le gouvernement, c'est les lois, c'est les machins, c'est les trucs. Et en fait, quand tu fais ça, bah, tu te connectes à un autre alter ego, mais qui est un alter ego qui est dégueulasse, en fait. Tu sais, si on reprenait, j'ai l'image du film Harry Potter dans la tête qui me revient quand Harry, alors si jamais vous avez vu le film, ceux qui nous écoutent, ou vous avez écouté, vous avez Spoiler regardé, alert. lu le livre, je vais y arriver. En fait, à un moment donné, il se retrouve dans un espace qui semble être entre la vie et la mort. Et c'est là, en fait, où il va croiser Dumbledore et que Dumbledore va lui donner des semblants de réponses pour qu'il puisse avancer. Et surtout, en fait, il y a une partie sous un banc, mais un truc dégueulasse, recroquevillé sur lui-même, dégoulinant, enfin vraiment le truc horrible, et qui est la version de Voldemort, donc l'ennemi numéro 1, le gros méchant de l'histoire, et qui est en petite boule et en fait qui souffre en dessous. Et c'est vraiment, je pense, une représentation intéressante de, en fait, ces deux parties-là existent. Parce que quand Harry se retrouve dans ce hall de gare, quand il est sur le quai de la gare, c'est blanc de partout, c'est ultra lumineux. Puis il y a cette partie hyper sombre qui est planquée en dessous. En fait, c'est une symbolisation de, là, il se passe quelque chose dans ta vie, et tu peux faire le choix de la personne que tu veux être, Harry. Tu peux être la meilleure version, qui va être représentée par toute la sagesse, la place que prend Dumbledore à ce moment-là, ou tu peux être la petite version dégueulasse, qui se replie sur elle-même, qui est rongée par les peurs, qui est rongée par la colère, qui est planquée en dessous le banc. Et j'ai cette image-là qui me revient parce qu'elle est vraiment représentative de ce qui existe à l'intérieur de nous. T'as ce pouvoir, en fait, de dire, mais non, en fait, je suis pas une victime. Non, je suis pas limité. Non, je suis pas ceci, je suis pas cela. Mais en vrai, c'est de quel alter ego tu cherches à te rapprocher chaque jour. Parce que quand tu te plains, quand tu râles, quand tu juges, quand tu critiques, quand tu remets toute la faute sur l'extérieur, bah t'es cette espèce de truc dégueulasse, planqué sous un banc, qui est dégoulinant, qui est en train de trembler, qui est en train de souffrir, alors qu'en fait, tu peux être quelque chose de bien plus important, de bien plus grand et de bien plus, tu sais, avoir une place et un rôle beaucoup plus profond et beaucoup plus utile pour la société, pour le monde. Fait je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que je vais partir pour je sais pas combien de temps. Mais vraiment cette idée-là, c'est que je crois profondément qu'il y a une partie du monde, pas tout, ok, mais qu'il y a vraiment une partie du monde qui est en train de glisser dans ses comportements, dans ses réactions. Et en fait, si on remettait le focus en fait sur un autre alter ego qui est puissant, un alter ego qui a du pouvoir, un alter ego qui a en fait des capacités, des talents qui peut mettre à contribution du reste du monde plutôt que de vouloir les garder juste pour lui et en fait se ratatiner sur lui-même parce qu'il est connecté à la mauvaise version de lui. Bref, je me tais. Ouais, mais non, ne t'inquiète pas, Julien. Je ne te dirai pas de te taire. Mais ce que tu dis est intéressant. D'ailleurs, on a fait ce constat cette semaine. On a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, en tout cas sur TikTok et Insta. Sur TikTok, l'une des deux a popé, l'autre moins. Bah, il y a eu des vues, mais quand même, je dirais 60% moins. En fait, la vidéo qui a popé, c'est deux vidéos qui vont les unes derrière les autres. Donc, il y a la première partie où notre invitée, qui est une invitée d'un de nos podcasts, raconte les difficultés qu'elle a vécues, le rejet qu'elle a vécu par rapport à l'emploi, etc. Et dans la deuxième partie de la vidéo, que j'ai publiée juste derrière, elle raconte justement comment elle a réussi à transformer ça de « j'ai vécu de la discrimination », mais derrière, en fait, je suis devenue entrepreneuse et une fois que je suis devenue entrepreneuse, j'ai pu, même les personnes qui m'ont rejetée au départ, viennent se former chez moi, viennent me payer, en fait, en tant qu'intervenante, plus cher même que si j'étais employé chez eux. Tout à fait. Pour venir chercher mes compétences et mes connaissances. Et en fait, on avait remarqué, je t'avais dit, Julien, c'est trop bizarre. La première vidéo où elle raconte sa problématique, elle se plaint pas, elle est pas en mode victime, mais elle raconte sa problématique. Ouais, vraiment pas. Elle raconte sa problématique. La vidéo, elle fait 12K. Pour le moment, elle a fait 12K. Ça fait 2 jours qu'on l'a publiée. La deuxième vidéo où elle raconte comment j'ai fait pour sortir de ça et comment j'ai fait pour transformer mon expérience, elle en est à 3000 vues, en fait. Et j'ai dit à Julien, mais c'est drôle, en fait. Comment ça se fait que
la vidéo où elle raconte sa problématique, t'as les gens qui viennent, qui like, qui commentent, qui partagent, C'est il y a sexy, les énormément problèmes. de vues. C'est pour ça. Bah, c'est ça. C'est chacun vient s'identifier. Ouais, mais moi aussi j'ai vécu la même chose. C'est pas facile. Il faudrait quitter le pays. Il faudrait faire ceci. Il faudrait faire cela. Mais par contre, sur la deuxième, où elle montre que justement c'est possible de tout transformer, bah en fait on a moins de commentaires et on a moins de vues. Et ça je me suis dit mais tu sais Julien, c'est ce que tu me disais. Tu me disais en fait malheureusement c'est représentatif du monde dans lequel on vit aujourd'hui, que les gens préfèrent se complaire dans leur côté victime, les difficultés qu'ils sont en train de vivre, de toute façon ça va pas changer, le monde il est comme ça, c'est mort, il vaut mieux que je sois une petite victime. Et juste, je veux dire quelque chose, c'est un mécanisme qui peut être normal, c'est humain, on est tous passés par là, je suis passé moi-même par là, la victimisation. C'est ok, on porte pas de jugement là-dessus. C'est un mécanisme de défense. C'est ça, on porte pas de jugement, hein, même si je change un petit peu ma voix, mais parce que, tu sais, quand je parle de ça, je me vois aussi moi, dans le passé, le temps que j'ai perdu à faire ma victime à certains moments, plutôt que de passer à l'action. Si je revoyais ma version d'avant, je me mettrais des petites paires de claques, Julien. C'est sûr qu'il y en a qui voleraient, tu vois, des bonnes paires là qui voleraient assez régulièrement. Exactement. Mais encore une fois, c'est sans jugement, mais on veut que tu prennes conscience que, regarde, soit tu continues à vivre tes problèmes, c'est pas de la faute du système. En partie, oui, ça contribue. Oui, bien sûr que mais c'est pas à 100%. Le système, la société telle qu'elle est, les gens qui viennent te faire du mal à l'extérieur, c'est un fait, ça existe. Mais sache que derrière, comme tu dis Julien, t'es pas un arbre bordel. Si tu veux, bouge. Secoue-toi en fait. C'est à toi de poser des actions. Je te dis pas que les actions vont fonctionner tout de suite, que tu vas trouver la meilleure des actions tout de suite. Mais en fait, tant que tu restes assis en boule dans ton coin, t'es à la merci de toutes ces choses extérieures. C'est comme si tu disais venez, allez venez, tu sais je suis là, viendez les gens, je suis là, tapez-moi, y a pas de souci. Viendez. C'est ça. Alors que si tu te lèves et que tu te mets en mouvement, bah déjà t'es dans une posture qui va être beaucoup plus proactif, beaucoup plus productif en fait. Et c'est ça qui va changer ta condition. Et on le dit parce qu'on est déjà passé par là, d'accord ? Mais juste de comprendre aussi que, et ça je le dis, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société, le fait que les gouvernements sont en train de devenir de plus en plus extrêmes, qu'on passe de démocratie qui commence à devenir se rapprocher parfois même de dictature, hein, on vous impose les choses, vous fermez vos gueules, si vous n'êtes pas content, de toute manière on va faire passer les choses par la force. C'est aussi de notre faute. Hein. C'est parce qu'on se met en victime. Le jour où on décidera de se lever et de poser des actions, on est beaucoup plus nombreux en fait que ces personnes qui votent les lois. À ce moment-là, ça changera. Donc, sachez que, ou sache en tout cas toi qui m'écoutes, que quand tu te mets dans ta posture de victime, tu contribues à ce qui est en train de se passer. En fait, tu es une partie intégrante de ce Lego, de cette construction, parce qu'en fait, toi-même, tu joues à ce jeu-là. Donc, à un moment ou l'autre, on sort du triangle de Karpman, on reprend notre pouvoir. Si t'en as besoin, fais-toi aider. Va voir un thérapeute, un coach. On a plein de coachs à l'Institut. On est nous-mêmes coachs, Julien. Si tu as besoin, tu viens nous voir. On se fera un plaisir de t'aider, d'accord ? Mais ça va passer par la responsabilisation dans un premier temps et dans la mise en mouvement. Ça, c'est vraiment le point central. Si c'est pas le cas, bah écoute, je t'invite à continuer à faire la victime et de voir ce que ça va t'apporter. Découvre par toi-même. Tu sais, je serais prêt à parier que ta situation ne changera pas. C'est de toute façon après, sans forcément nous croire sur parole, juste le principe de tant que tu continueras à faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Juste ça là. C'est ça. Juste ça. Et c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est là aussi où tu as l'intérêt d'avoir ton alter ego que tu développes. C'est ça aussi. C'est de te dire, oui, ça peut être difficile pour moi là tout de suite, mais je peux me mettre dans un alter ego. Et en fait, tu savais le faire quand tu étais enfant. Parce que quand tu jouais un rôle, tu jouais un personnage, qu'est-ce que tu faisais ? Tu étais en train de développer un alter ego en toi qui te donnait de l'énergie, de la force, du dynamisme, de l'envie, de la motivation. Ça donnait tout un tas de choses. Tu étais capable de le faire. Tu étais capable d'aller dans cet état-là que nous, on va rechercher avec la PNL, avec différentes techniques comme la fameuse posture d'excellence. Mais
tu peux aller chercher ça. Et quand tu vas chercher ça, quand tu es dans cet état-là, l'état positif qui est lié à ton alter ego, en fait, tu peux affronter les choses différemment. Tu peux les aborder sous un angle différent, tu peux obtenir des résultats différents, tu peux avoir bien plus de résultats parce qu'à ce moment-là, tu te connectes à cette partie-là en toi et tu la laisses te guider. C'est ça aussi qui est beau, c'est que quand tu te connectes à ton alter ego, la version positive encore une fois, en fait, tu la laisses te guider. Tu la laisses prendre de la place, tu la laisses te guider dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, dans ce que tu choisis, dans ta manière de réagir. Et parfois, je suis certain en plus que ça t'est déjà arrivé, tu passes à travers une situation, puis une fois que c'est terminé, tu regardes en arrière et tu te dis, comment j'ai réussi à faire ça en fait ? Je pensais pas que j'étais capable de dire ça ou de mettre ça en place. Mais en fait, si, c'est parce que ça existe. C'est qu'à ce moment-là, t'as connecté à ce fameux alter ego, à cette partie de toi qui est existante, qui est meilleure, qui est plus performante, qui est plus efficace, qui est plus adaptable, adaptée, etc. Et en fait, tu peux mettre cette intention volontaire à travers, par exemple, un exercice d'ancrage, à travers la posture d'excellence, à travers la mise à jour de tes forces, de tes talents, à travers ton exploration de, pour toi, ce serait qui, en fait, le super-héros qui te ressemblerait le plus, avec lequel tu sens que tu as le plus de connexion, là où tu te sens le plus touché, en fait, quand tu vois, t'observes ce super-héros, et que ça peut être un super-héros du quotidien, quand ça peut être un personnage historique, ça peut être un personnage de BD, ça peut être un membre de ta famille, et peu importe. Mais c'est de voir comment est-ce que je peux donner plus de place à cet alter ego positif pour que le négatif il reste au placard et qu'en fait, on puisse avancer dans la meilleure direction possible. Ouais, exactement. Ouais, totalement. Vraiment de garder ça à l'esprit. Et tu sais, peut-être l'un des moyens de développer ton alter ego, ça peut être aussi d'aller lire plus sur ce personnage, d'aller modéliser. Alors nous, on peut aider aussi à ça en tant que coach, à modéliser justement un petit peu justement quelles sont les recettes qui peuvent t'amener à te connecter beaucoup plus facilement à cet alter ego-là. Mais justement, c'est tous les petits trucs, ta posture, comment t'es dans ton état émotionnel, tes pensées. Vraiment, renseigne-toi sur ton personnage favori, en fait, ton super-héros. Et puis, derrière, une fois que tu modélises, tu peux reproduire. Mais vraiment, c'est un point important que tu amènes. Je veux remettre le focus dessus. En fait, que quand on est gamin, on le fait naturellement. Et c'est vrai, en fait. Quand on est gamin, on le fait naturellement. Quand on veut faire notre Superman, on le fait naturellement. Quand on veut, ressembler à notre héros favori, on le fait naturellement. Et d'ailleurs, je dirais même plus que ça participe au processus d'apprentissage. Parce que ça nous permet d'ouvrir notre champ des possibles, d'expérimenter des choses différentes et derrière d'apprendre beaucoup plus. Et ça me rappelle un ami. C'est vrai que je viens de faire le lien. J'avais un ami à l'époque, quand on était au lycée, qui détestait les maths. Alors je crois que c'était les maths ou l'anglais. Je sais plus quelle matière. Il détestait profondément ces matières-là et il avait toujours eu des notes, de mauvaises notes. Et en fait, je sais pas, un jour, il est venu en fait au lycée et il me dit, c'était en BTS, alors qu'il avait encore des mauvaises notes. Hein. Et il me fait, c'est quoi Samir ? Hier, je me suis auto-convaincu que j'adorais en fait cette matière. Et en fait, il a adopté une nouvelle posture, une nouvelle façon d'être, un accent. Tu vois, par exemple, pour l'anglais. Genre, même s'il savait pas parler, mais c'était comme, oh, tu sais, il faisait comme l'américain, en fait. Et en fait, le truc de malade, en fait, c'est que il faisait partie des meilleurs élèves. Je dis pas que ça va être magique, hein. Mais pour lui, en fait, le gars, c'était avant, au lycée, c'était difficile pour lui d'avoir des bonnes notes. Il détestait cette matière. Du coup, ça primait un petit peu aussi les résultats qu'il pouvait avoir. En première année de BTS, je sais pas, vraiment, c'était un truc de malade. C'est que on a commencé l'année, c'était difficile pour lui et tout. Puis il vient et il me fait, Samir, je te jure, hier, je me suis auto-convaincu que j'adorais cette matière, que j'étais un Américain, que j'étais ceci. Et en fait, d'un coup, le truc a changé, en fait. Et tu vois, même dans le processus d'apprentissage, ça peut aider justement ces alter ego. Et les enfants, ils le font comme ça. Les enfants, pour apprendre quelque chose, ils se mettent dans la peau d'un personnage, en fait. Ouais, carrément. Tu vois, ils se mettent vraiment dans la peau d'un personnage. Ouais. Carrément. Ils jouent un rôle. Bah, c'est un bon exemple que tu nous donnes là. C'est cool. Vraiment. Fait peut-être un dernier exercice qu'on peut partager ici, dans cette optique-là.
parce que bah t'as celui que Samir t'a donné tout à l'heure, il y a celui que je t'ai partagé aussi, et j'en ai un autre qui me vient parce que je l'évoquais il y a quelques instants, c'est va demander aux personnes qui t'entourent, en fait, de donner du feedback sur ce qu'ils apprécient le plus chez toi, sur ce qu'ils reconnaissent le plus chez toi, sur tes forces, tes talents, tes capacités, que s'ils devaient te recommander à d'autres personnes autour, ça serait pour quelle raison, en fait, qu'ils voudraient te recommander. Et l'idée en faisant ça, c'est que bah, ça va te permettre de mettre à jour, bien sûr, les aspects les plus positifs de toi, et tu vas voir qu'il y a des points communs qui vont ressortir nécessairement, mais ça va aussi te donner une piste de ce à quoi tu dois te connecter. Parce que plutôt que de dire aux gens qui reconnaissent chez toi que tu es capable de faire telle ou telle chose et toi de répondre « Ah mais non, c'est pas si compliqué, ah mais non, n'importe qui peut y arriver », prends-en conscience, arrête de faire ton modeste, sois un peu plus humble s'il te plaît, et prends-en conscience et vois comment est-ce que tu peux connecter plus à cette partie-là. Parce que sans t'en rendre compte, c'est ce que tu fais naturellement quand tu mets le focus sur tes peurs, tes craintes, tes croyances limitantes. Parce que tu mets tout ton focus, bah en fait, tu tends à devenir cette personne-là, tu tends à avoir des comportements qui viennent répondre à l'attention que tu portes. Donc si tu changes ça, bah tu vas connecter à cet autre alter ego et tu vas pas finir en petite crotte sous un banc ou du côté obscur de la force avec un masque pour respirer sur la tronche. Ouais. Voilà. Exactement. Exactement. Et peut-être, je reviens sur un point, vraiment, quand on parle d'alter ego, on parle pas de... Parce que souvent, Julien, on parle de l'importance d'être authentique. En fait, il faut trouver un équilibre. C'est là où je pourrais amener de la nuance. Il faut trouver un équilibre entre cette authenticité et la capacité de pouvoir utiliser ces alter ego avec ces ressources-là, avec ce masque. Mais il faut pas que ce masque soit totalement différent. En fait, ce masque doit s'émuler avec ton authenticité. Ouais. Tu vois, ton toi accompli, le toi que tu cherches à atteindre dans le futur, genre ta version ultime, ça peut être une forme d'alter ego. D'accord? C'est une forme d'alter ego. Et tu peux te dire, bah, ok, imagine, tu sais, comme tu dis, Julien, je suis là en ce moment, ça va pas, etc. Si jamais tout était possible, si jamais j'étais dans ma meilleure version, si j'étais sur mon X, en fait, ben, comment est-ce que je pourrais être? Comment je me comporterais? Comment je vais parler? Comment je vais moduler ma voix? Qu'est-ce que je penserais? Qu'est-ce que je ressentirais? Et en fait, de modéliser ton excellence, ta posture d'excellence, c'est pour ça qu'on parle de la posture d'excellence encore, c'est un truc avec lequel on travaille beaucoup avec nos clients, bah en fait, à ce moment-là, tu vas développer cet alter ego authentique, ok, mais qui vient chercher des choses que tu peux réutiliser dans certains contextes et peut-être dont tu n'auras pas besoin dans d'autres contextes. Tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est que je sais que ça c'est compliqué peut-être un peu à comprendre et surtout à appliquer, mais ça va demander, tu sais, l'excellence et puis bah, le bonheur, etc. C'est une question d'alchimie. C'est comme de la chimie. Tu vas mélanger des ingrédients et tu vas essayer de trouver la bonne dose pour que ça puisse fonctionner. Et ça va demander un essai, tu sais, un processus d'essai-erreur. Donc essaye que tes alter ego puissent quand même s'émuler en fait sur ton authenticité. Parce qu'il y a des gens qui portent des masques et qui sortent complètement de leur authenticité. C'est des autres personnes. C'est vraiment rien d'autre. T'as l'impression que t'es plus face à la même personne en fait. T'es face à un vieux con et tu comprends pas pourquoi, alors que la personne habituellement, en dehors du travail par exemple, bah c'est quelqu'un d'hyper gentil, hyper cool. Mais dès que la personne elle arrive au travail, c'est fini. T'as l'impression que c'est un gros con, qu'il perd son empathie, qu'il y a plus rien. Donc ou ça peut être une grosse conne aussi, il n'y a pas que des gros cons. Ah bah non, il en faut de partout, même, attention. Un petit peu d'égalité, bordel. Non mais voilà, et juste ça, c'est que le mieux, c'est justement de trouver cette espèce d'équilibre central. Tout à l'heure, j'avais parlé de moi quand je portais mon debok, Julien, et puis que j'enfilais ma ceinture noire et que j'étais en charge des étudiants. En fait, j'étais peut-être un petit peu plus sévère que je le suis d'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, on me connaît, je suis pas hyper sévère généralement. Mais je persévère. Tu sais, j'avais envie de faire le petit jeu de mots. Mais en fait, tu sais, je suis quand même assez arrangeant avec les gens, mais je les aide justement à avancer. C'est ma façon de faire, de pas passer par la sévérité. Mais par contre, oui, dans le cadre où je suis en charge d'une équipe de jeunes, souvent des gamins, bah, je dois trouver cette espèce d'équilibre. Et quand je dis que quand je le mets, je peux être sévère. Mais en fait, ce comportement-là
reste connecté à mon authenticité parce que je trouve un équilibre entre les deux. C'est comme, tu sais, je vais être cash, je vais être sévère s'il le faut, mais je vais être juste et je vais quand même, malgré tout, amener l'étudiant à évoluer. Je suis pas dans l'imposition, en fait. Je suis dans on va co-construire quelque chose. Tu vois? Donc c'est juste, je donne cette image de, je ne change pas du tout au tout. Je viens juste apporter des éléments qui, dans ce contexte, sont importants. Mais dans d'autres contextes, j'en aurais pas besoin. Tu vois? Mais malgré tout, ma personnalité, elle a sa place là-dedans. Tu vois? Donc c'est vraiment ça, je voulais l'amener, c'est trouve un équilibre. C'est effectivement important, je crois, de mettre cette précision-là. On part pas dans les polarités, jamais. On essaye d'éviter justement la polarisation le plus possible, même si on est tous enclins à tomber dedans. Et on trouve cet équilibre en essayant de tendre vers la meilleure version possible, le plus possible. Exact. Je sais pas, Julien, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast. Oui, on peut faire le tour dans l'autre sens si tu veux. Ouais. On peut faire la roue aussi. On pourrait. Ça peut. Ça va être un peu compliqué, mais... Ça peut. On va juste appeler les pompiers avant. Et justement, un petit point, Julien, un petit point. Peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, on a des coachs qui ont envie de travailler ce genre de choses avec leurs clients, qui ont envie d'aider leurs clients à se connecter avec leur alter ego positif, qui peut être aidant. Eh ben, sache qu'à l'Institut Merlin, on a plein d'outils pour te permettre d'accompagner ton client. Et Julien, je te laisse faire l'autopromotion. Alors, salut, je m'appelle Julien, je mesure 1m80. Non, bonjour, je me suis Julien. peut-être passé un petit peu maintenant avec le temps. Mais non, le fait est qu'effectivement, nous te proposons en fait de prendre simplement contact avec nous si tu as un projet, si tu as une envie de te former, de devenir certifié si tu l'es pas déjà. Mais si tu l'es déjà, c'est parfait, tu vas pouvoir aller encore un peu plus loin. On est là pour t'apporter à la fois des connaissances, bien évidemment, mais c'est surtout en fait de l'expérience, du feedback, du cadrage, du soutien, du mentorat en fait dans le cadre de ton apprentissage, dans le développement en fait de ta posture de coach, pour que tu tendes à être vraiment dans cette version d'excellence le plus possible et par là, t'aies le maximum d'impact sur tes clients et tes clientes. Donc si aujourd'hui, tu as envie de te former à ce magnifique métier de la relation d'aide qu'est le coaching, sache qu'on est là pour t'accompagner et qu'en plus, une fois que tu rentres dans l'institut, c'est ça aussi que je pense c'est important de le garder en tête, c'est que tu as ton accès de manière définitive. Donc c'est même pas tu suis une formation pendant 3 mois puis après merci bonsoir. Non, c'est tu suis ta formation, tu prends le temps de la suivre à ton rythme, tu reviens si c'est nécessaire. On t'invite de toute façon à revenir autant que tu le souhaites pour parfaire ton apprentissage, pousser plus loin, poser de nouvelles questions en lien avec ton nouveau niveau de compréhension. Et puis surtout, tu vas avoir entre les mains des outils et des techniques qui vont permettre de faire une différence notable. Peut-être là où toi, tu as déjà ton activité, tu as déjà certains clients, certaines clientes avec qui tu avances, et d'autres où ça coince peut-être, où tu as le sentiment que tu les amènes pas aussi loin que tu voudrais. Tu leur apportes pas les résultats autant que tu voudrais, et on est là pour ça. Donc si tu as des questions, si tu as un projet, si tu as une envie, si tu veux simplement découvrir pourquoi l'Institut Merlin est différent des autres centres et pourquoi ça peut être l'approche qui va te convenir le plus, ça va nous faire plaisir de discuter de tout ça avec toi, tout simplement. Et dans les méthodes qu'on a, PNL, hypnose, sophrologie, psychologie positive, et nos certifications sont disponibles à l'international et tu pourras t'installer professionnellement autant que tu le souhaites ou simplement l'intégrer dans ta pratique professionnelle parce que de toute façon l'Institut reste aussi à ta disposition pour de la supervision et continuer de te fournir des outils, des mises à jour également parce que on continue de faire des mises à jour tous les ans du contenu pour s'assurer d'aller toujours plus loin mais aussi de corriger et d'ajuster en fonction des recherches et en fonction de ce qui ressort finalement à travers la recherche en psychologie pour te permettre d'être toujours au top de ton art, quoi qu'il arrive. Et justement, juste de te dire, mais on est un centre de formation à l'international, comme tu l'as dit, on a formé des gens un peu partout dans le monde. On a des personnes au Canada, aux États-Unis, alors principalement francophones, en Afrique, en Europe, France, Suisse, Belgique, et on en a même en Asie, exactement, Julien. On a une étudiante du Japon.
Et aussi, je sais pas, alors ça fait partie de l'Asie, c'est l'Orient, ouais. Dubaï. Exact. Grand bonjour à notre étudiante de Dubaï, que j'adore. Absolument. Mais de toute façon, on les adore, nos étudiants. Ouais, absolument. Bah oui, On c'est a vrai. Tu vois, là, je commence à faire déjà de la beaucoup différence. de chance. C'est pas cool. Bah non, c'est parce qu'on Ah là pensait là. à Isa spécifiquement là. Mais on les aime beaucoup, nos étudiants, et ils nous le rendent bien d'ailleurs. Ouais, on Et les adore. peut peut-être en profiter pour les remercier encore une fois. Et je pense qu'ils le savent déjà, mais les remercier encore une fois en fait pour tout ce qu'ils nous apportent aussi en retour, parce que on a vraiment une super communauté en or, et les avoir comme étudiants et étudiantes, en fait, ça nous pousse à aller encore plus loin, à faire encore plus, à offrir encore plus, à apporter encore plus de savoir, de connaissances, de stratégies, d'outils. Donc, on est chanceux de les avoir, vraiment. Exactement. Ça nous pousse à nous connecter à notre meilleur alter ego. N'est-ce pas, Julien ? Tout à fait, Samir. Tout à fait. Toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast à un maximum de monde pour faire connaître nos idées, les choses qu'on partage, la psychologie positive, le coaching, la PNL. Et si ça peut changer justement des vies, alors tu fais partie certainement des personnes qui nous ont écoutés, des 20 000 personnes qui écoutent notre podcast, qui ont écouté notre podcast depuis le début. Donc cette année, on vise les 30 000, voire plus, Julien. Minimum, ouais. Alors, on est bien parti. Je pense qu'on va viser les 40, ce sera mieux. Très cool. Et puis, écoute, moi, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.